Alors, pendant que je travaillais comme préhistorien au musée royal d'art et d'histoire, à faire mes fouilles sur la préhistoire de Belgique, d'Europe, et puis des fouilles en Sibérie, en Ouzbékistan, etc., ma voisine de bureau, néerlandophone, Francina Formand, est venue un jour me trouver en me disant « J'ai un problème, parce que moi, je suis conservatrice ici de collection de l'Océanie, mais on a ramené en Belgique une statue d'Île de Pâques en 1934-35. Et c'est une fameuse expédition dont on peut parler d'ailleurs. Et nous sommes le seul musée ici en Europe continentale à avoir une statue complète de l'île Pâques. Il y en a 2 à Londres, hein, mais 2 à Washington. Il y a seulement 5 statues complètes qui quittaient un jour l'île de Pâques. Et la nôtre, c'est la dernière qui a quitté l'île, et c'est sans doute la seule qui a réellement été donnée par la population. Et on en a des preuves d'ailleurs, des témoignages filmés, etc. Et elle dit, mais voilà, le site d'où provient cette statue, c'est un site côtier qui est dans la petite ville actuelle de Hangaroa, sur l'île de Pâques, est menacé par l'expansion urbaine, parce qu'il y a un boom économique, le tourisme qui se développe. Et donc les habitants, les autorités de l'île de Pâques trouvent que puisque nous avons la statue de ce site, on pourrait peut-être collaborer à sauver ce site et entreprendre des fouilles. Et elle me regarde en disant « Mais je ne suis pas du tout archéologue, je n'ai jamais fouillé de ma vie, je suis historienne de l'art, je suis spécialiste de la statuaire en bois de l'île de Pâques, je n'ai jamais fait de fouilles de ma vie. Est-ce que tu ne connais pas un archéologue, toi qui es archéologue, qui pourrait aller à l'île de Pâques ?» J'ai vite trouvé l'archéologue, je me suis dit « Mais moi, je me lance dans l'aventure. » Après tout, je m'étais dit, je m'étais déjà lancé dans l'aventure du Proche-Orient sans rien y connaître au départ. Je m'étais lancé dans l'aventure de la Sibérie sans connaître grand-chose au départ. Donc j'ai vécu de culot, je dois bien avouer. Mais donc, je suis parti à l'île de Pâques avec un autre collègue du musée, préhistorien aussi, qui lui était spécialiste de la préhistoire d'Égypte. Donc, on était aux antipodes de la Polynésie, il faut bien le reconnaître. Et donc, très naïvement, nous sommes partis à 2, donc Dirk Hug et moi-même, avec l'idée d'aller faire une fouille à l'île de Pâques, une saison, hein, pour simplement explorer ce site, pour qu'il soit documenté avant qu'on soit obligé peut-être de le sceller pour éviter l'expansion urbaine, etc. Et donc on pensait juste faire ce qu'on peut appeler aujourd'hui un one-shot. Hein. Et on a commencé à entreprendre ces fouilles pour connaître le contexte d'où venait notre statue. Ça a eu 2 résultats. L'un intéressant directement notre statue, c'est-à-dire qu'on a retrouvé effectivement le podium sur lequel elle avait été érigée. On a même encore trouvé la trace du trou qui avait été creusé en 1934 pour l'extraire, quoi. Et on s'est rendu compte, ça c'était assez étonnant, on a fait des datations, parce que ce monument était construit sous une couche de brûlis, donc on brûle la végétation pour construire le monument, donc on a pu dater ces charbons de bois, on est tombé sur une datation du XIVe siècle. C'était donc la plus vieille statue à ce moment-là connue pour l'île de Pâques. On ne savait pas si c'était la plus ancienne dans l'absolu, mais c'est la plus ancienne datation obtenue associée à une statue de l'île de Pâques. Elle était peut-être plus vieille, mais en tout cas, le monument sur lequel elle avait été érigée datait du XIVe siècle. Pas très précis, mais c'est les limites du carbone 14. Ça, c'était le premier résultat, mais c'était bien ce pourquoi on était parti. Mais le deuxième résultat, qui était beaucoup plus compliqué à faire admettre, c'est qu'on s'est rendu compte que ce monument avait été démonté, que la statue avait été couchée volontairement, on voyait ça dans les stratigraphies, et qu'un autre monument avait été construit au-dessus. Donc il y avait un séquençage dans l'architecture de l'île de Pâques. Ça, c'était une chose que pas grand monde avait vue. Il y avait eu des fouilles dans les années 60 qui avaient repéré des phénomènes de ce genre-là, mais ça n'avait pas été très développé. Là, ils avaient trouvé 2 monuments superposés. Ils avaient imaginé qu'il y avait une phase archaïque et une phase classique, hein, tout simplement. Mais nous, ce qu'on avait repéré, c'est que le monument ancien n'avait jamais été détruit ou quoi. Il avait été soigneusement démonté avant de construire un nouveau au-dessus. Et ce nouveau monument lui-même,
les couches qui sont toujours en surface aujourd'hui, ce nouveau monument avait été scellé par un glacis magnifiquement construit, avec des grands galets qui avaient scellé toute la surface, c'était magnifiquement construit. Et or là, on nous racontait dans toute la littérature qu'on avait lu avant de partir, parce qu'on est scientifique quand même, on s'était documenté un petit peu avant de partir, les monuments de l'île de Pâques sont réputés avoir été détruits au XVIIe, XVIIIe siècle. Et là, on n'était pas devant une destruction, mais vraiment la construction une construction sophistiquée pour sceller le tout. Et donc là, on s'est posé beaucoup de questions. Alors, on s'est lancé à ce moment-là dans une nouvelle recherche. On avait deux buts. Le premier, c'est de savoir si ce monument archaïque, d'où provenait la statue et qui avait été ramenée en Belgique en 1934-35. Je dis 34-35 parce que le Mercator, le fameux bateau, la marine marchande belge, bateau d'écolage, était venu chercher cette expédition franco-belge. Et ils sont arrivés en décembre 34, ils sont repartis en janvier 35, donc on est vraiment à la cheval sur 34-35. Et la statue est arrivée en mai 35 à Bruxelles. Donc, est-ce que ce monument archaïque, 14e siècle, est un cas unique ou y en a-t-il d'autres? On voulait donc documenter la phase ancienne de l'architecture de l'île de Pâques, l'architecture cultuelle. Ça, c'était le premier domaine. On a très vite obtenu des financements pour pouvoir continuer cela. Notre première fouille avait été financée par la National Geographic Society. Et puis, on a trouvé des financements à la politique scientifique en Belgique pour continuer tout cela. Et la deuxième question, c'était qu'est-ce que c'est ce monument récent qui était au-dessus et qui était magnifiquement scellé? Et on n'a pas vraiment trouvé beaucoup d'éléments pour illustrer la phase ancienne de l'architecture de l'île de Pâques, je dois bien reconnaître. Mais la deuxième question a été extrêmement profitable. On a quand même fouillé 5 monuments au total, où on a chaque fois trouvé le même phénomène, même double phénomène, un séquençage d'architecture. Alors, ce n'était pas simplement 2 monuments superposés. Il y avait un site où on avait 4 monuments superposés, un site où on avait 3 monuments superposés, et chaque fois, à chaque étape, monuments anciens, moyens, récents, etc., on voyait des traces de démontage organisé, imprimées dans le sol, et on voyait chaque fois le dernier monument qui était fermé volontairement avec pas toujours un beau glacis qu'on avait trouvé la première fois, mais des accumulations de galets qui donnent un aspect un peu ruine, c'est un peu désordonné. Et quand le visiteur passe à l'île de Pâques, il a l'impression de voir un paquet de cailloux désordonnés, ça fait détruit. En réalité, il y a le monument intact en dessous, c'est une accumulation de galets. Et que je sache, les ruines ne remontent pas au-dessus du monument d'où elles proviennent. Hein. Il y a quand même une gravité. Donc voilà, ça c'était un résultat tout à fait étonnant. Il a fallu beaucoup se battre pour faire admettre cela, parce que la thèse d'une guerre civile à l'île de Pâques, suite au déboisement, à la vie dure, ça a toujours cours dans la plupart des milieux, surtout touristiques, etc. Parce qu'il existe réellement un tourisme de la catastrophe, les gens aiment bien ça. C'est un peu sinistre, mais c'est comme cela. Ça m'a rappelé d'ailleurs que suite à Katrina, des gens avaient fait des voyages en Louisiane pour voir comment c'était un pays détruit. Hein. Donc ça existe du tourisme. Ça. Et à l'île de Pâques, les gens allaient voir ce qui s'était passé sur cette île, un déboisement qui avait provoqué une catastrophe économique et donc des guerres et des destructions. Et ils allaient un peu voir ce que c'était cette petite répétition générale avant ce que nous faisons aujourd'hui sur la planète et ce qui nous attend. Et nous, on arrive avec l'idée, mais vous savez, ces monuments ne sont pas détruits, ils sont démontés et ils ont été volontairement fermés. Mais ça pose plein de questions. Pourquoi ont-ils été démontés? Pourquoi sont-ils fermés? Il s'est quand même passé quelque chose sur cette île. Est-ce que ça a un lien ou pas avec le déboisement? Et quelle est l'origine de ce déboisement? Est-ce un phénomène climatique naturel? Est-ce que c'est un phénomène anthropique? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Donc les questions, à un moment donné, explosent. On avait trouvé un élément factuel qui réfutait l'idée de destruction, mais il fallait maintenant comprendre ce qui s'était réellement passé et pourquoi on trouvait ce genre de phénomène associé à l'architecture culturelle. C'est quand même important parce que rien que sur les 80 km de côte de l'île de Pâques, il y a plus de 145 monuments à statues. Donc c'est un phénomène extrêmement important. Et tous ces monuments, en fait, ont été démontés. On voit aujourd'hui des monuments avec des statues debout, mais c'est tous des monuments, il y a une douzaine de monuments qui ont été restaurés à partir des années 60, et surtout dans les années 80 et 90. Mais donc c'est des monuments restaurés de façon moderne. Mais sinon, les premiers visiteurs de l'île de Pâques, ils ont vu que des ruines, ce qui paraissait être des ruines. Donc c'est une systématique, et ça pose question, pourquoi tous les monuments ont-ils été démontés? Au départ, l'idée de détruire, mais nous, on finit par comprendre que c'est démonté. Et donc, il y avait vraiment un challenge là à l'île de Pâques. Donc, on a très vite oublié, parce qu'il y avait un autre challenge, l'idée
de reconnaître la phase ancienne de l'architecture, qui en archéologie est toujours difficile à atteindre parce qu'il y a toujours des monuments plus récents en dessous et c'est compliqué de démolir une architecture plus récente qui a toute sa valeur aussi pour aller chercher ce qu'il y a en dessous. Donc c'est toujours les phases anciennes et moins bien documentées, bien entendu. Il faut de la chance pour les trouver. Et donc voilà, on s'est lancé et ça va occuper un peu plus de 20 ans pour finir par répondre à toutes ces questions, avec sur place des très bon engagement avec la population locale à cette époque-là. Donc on a commencé ça au tout début du XXIe siècle. La première fois que j'étais à l'île de Pâques, c'était en 1999, et on a réellement commencé les fouilles en 2001. J'ai terminé les fouilles en 2020. Donc c'était un long laps de temps. Ça a très bien fonctionné sur le terrain, avec des archéologues locaux, avec des ouvriers locaux, etc. Tout ça. Par contre, dans la communauté scientifique, ça a été vraiment une grande bataille, parce qu'on avait mis un coup de pied dans une fourmilière, et ça paraissait peu crédible, d'autant plus que ça venait de deux personnages, l'un spécialiste de la préhistoire de l'Europe, et l'autre spécialiste de la préhistoire d'Égypte. Ça ne faisait pas très crédible dans l'absolu. Si ce n'est que nous étions tous les deux adeptes d'une véritable archéologie factuelle, et on nous dit, écoutez, on n'est pas spécialiste de la Polynésie, on n'a pas votre background scientifique pour la Polynésie, mais on a des faits archéologiques, on ne sait pas les contourner. Vos monuments ne sont pas détruits, ils sont démontés. Et c'est un phénomène connu dans le mégalithisme européen, où on sait que ces monuments ont toute une histoire. Certains ont même, on a pu faire la chronologie, étaient fonctionnels avec des morts qu'on a ajoutés pendant un millénaire. L'exemple le plus flagrant se trouve dans la Somme, un beau petit monument mégalithique qui s'appelle la chaussée Thirancourt. On a pu montrer que pendant un millénaire on l'utilise. Et c'est seulement après ce millénaire qu'on va mettre les dalles de couverture au-dessus du monument et faire un tumulus pour le sceller. Et donc, je dis, c'est des phénomènes que nous connaissons et nous profitons de cette expérience-là. Mais regardez, voilà les faits. Ce glacier en galets, c'est pas de la destruction. Et quand on le démonte, on retrouve le podium. Et regardez les statues couchées devant, face contre terre, elles sont en tuf, matériaux extrêmement friables, et le nez est intact, tout, c'est pas possible, si on les jette par terre, elles sont cassées. Alors on m'a répondu, oui, mais il y a quand même toute une série de statues qui sont brisées là devant les monuments. J'ai dit, c'est exact, mais regardez bien, elles sont fissurées, et les morceaux sont toujours en connexion, exactement à leur place. Est-ce que vous imaginez qu'en basculant ces colosses, qui font parfois 3-4 mètres de haut, dans les balles, elles se cassent sur le choc, et bien les morceaux restent en connexion. Je dis non, simplement c'est une matière fragile. Tant qu'elles sont verticales, tout le poids de ce tuf s'équilibre sur lui-même. Si on les couche, il y a un vide en dessous de la nuque, parce que c'est la base de la statue qui est sur le podium, le front qui repose sur le sol, il y a les vides en dessous. Et cette matière s'affaisse sur son propre poids, elle n'est pas assez consolidée, ce qui explique énormément de fissures qui sont dues à une flexion, ou un porte-à-faux, qui explique qu'on a toujours les connexions. Alors, j'ai eu une réponse très comique d'un collègue, je ne vais pas citer son nom, qui m'a dit « Eh bien, ça, je n'y crois pas et il faudrait que tu l'expérimentes. » Et je lui ai répondu « Je pense que tu as l'hypothèse la plus hardie, qu'en jetant les statues, elles peuvent se casser en restant en place, et c'est toi qui vas m'expérimenter ça. » Parce que bon, personnellement, je n'ai jamais eu besoin d'expérimentation. On m'a dit « Comment voulez-vous balancer une statue de plusieurs tonnes violemment au sol pour que la face soit intacte, il n'y a pas un coup sur le nez qui est le premier élément, les os grandés comme ça, le premier élément qui va toucher le sol, et que la fissure permette de garder le buste et le corps en position anatomique. C'est invraisemblable. Voilà, donc, mais c'était toujours été une bataille. Alors, de fil en aiguille, on a poursuivi et on est arrivé. Alors, j'ai travaillé avec, de façon complètement pluridisciplinaire, avec des spécialistes des pollens, des spécialistes charbon de bois, pour constituer la végétation, avec des géomorphologues qui nous ont apporté, entre autres Morgane de Daport de l'Université de Gand, qui nous a apporté des résultats étonnants sur l'étude des statues elles-mêmes, par la géomorphologie. Et donc tout ça mis ensemble, j'ai même travaillé les dernières années avec l'Institut archéologique allemand, qui faisait des fouilles là-bas. Tout ça nous a permis, collègues américains aussi, de reconstituer une nouvelle histoire de l'île de Pâques, qui n'est pas terminée, qui est une épure incomplète, mais qui a totalement relancé le débat sur cette île dite mystérieuse. Mais les mystères, on n'y croit pas trop, nous, scientifiques. Un mystère est fait pour ne pas être démontré, ni démonté, parce que sinon il perd son attrait. On a un peu cassé les mystères de l'île de Pâques, qui est une histoire culturelle comme on peut rencontrer ailleurs dans le monde, mais qui a sa particularité. Et surtout, avec des collègues de Polynésie française, on a aussi cassé le mythe d'un isolat
Parce qu'on m'avait dit, tu as de la chance, tu travailles dans une petite île, tu as un isolat, donc comment ça fonctionne quand les gens sont isolés sur eux-mêmes? Ben, ce n'est pas un isolat, ces Polynésiens sont des navigateurs, ils ont toujours été en contact avec d'autres, et c'est une toute autre histoire qui se dessine.